Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. La migration peut être une solution à certains défis du monde si elle est bien gérée. La déclaration est de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Au Mali, le phénomène de la migration représente des opportunités mais aussi des défis. Nombre de migrants réussissent à atteindre l'Eldorado espéré et participent au développement du pays, mais beaucoup perdent aussi la vie sur les routes migratoires. Certains, avec plus de chance, sont rapatriés au Bercail grâce au concours d'organisations nationales et internationales comme l'OIM. À la faveur de la Journée internationale des migrants, Studio Tamani pose le débat aujourd'hui. Comment transformer le défi migratoire en opportunité, avec nos invités Ousmane Diarra, président de l'Association malienne des expulsés AME, Mamadou Lamine Ban, chargé de la migration au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, et Dr Fodje Tandjegoura, spécialiste des questions migratoires. Ségou Gadjigo va modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais commencer d'abord par vous, Monsieur Ban, Mamadou Lamine Ban. Comment vous expliquez aujourd'hui le phénomène de la migration au Mali? Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali. Et au nom du président Habib Sidla du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, nous remercions Studio Tamani pour ce débat. Et merci à mes co-débatteurs qui sont des hommes expérimentés sur cette question. Je pense que le phénomène migratoire est quelque chose de connu, d'ancien au Mali ici. Et depuis le temps immémorial, ça existe. Et ça fait de l'essor. Il y a des retombées positives, mais aussi il y a des défis. Les défis notamment liés à la migration irrégulière et ses conséquences souvent néfastes qui vont jusqu'à la perte de la vie humaine. Mais ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est que ça continue le phénomène ne s'arrête pas, ça continue de s'agrandir. Ça continue de s'amplifier le phénomène, Monsieur Diarra. Que pouvez-vous ajouter à cela? Oui, merci beaucoup. Merci Studio Tamani. Comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Ousmane Diarra de l'Association malienne des expulsés. Effectivement, la question de la migration, vous le savez aujourd'hui, c'est une question très complexe et très compliquée. Donc, les défis sont très énormes. La migration va toujours continuer et on n'a pas... quand même, on ne voit pas comment trouver les alternatives ou les moyens de freiner cette migration. Même si l'aller-retour est très difficile, quand même la migration va bien continuer. Alors, il a dit tantôt, le phénomène s'amplifie. Mais est-ce que vous, en tant qu'organisation, vous avez une idée des Maliens qui sortent chaque année? Est-ce qu'on peut avoir des statistiques, même si le ministère n'est pas là aujourd'hui? Non, écoute, c'est tout à fait difficile parce que les candidats au départ ne sont pas comptables. Les gens peuvent partir à tout moment, on ne sait pas qui est migrant, qui n'est pas migrant, mais très généralement, même le retour, souvent les retours involontaires, c'est-à-dire ou les retours volontaires qui sont un peu comptabilisés. Sinon, il y a certains retours volontaires aussi qui n'est pas dans la comptabilité. Alors, docteur Fodje Tandjegoura, vous êtes spécialiste des questions migratoires. Le phénomène de la migration au Mali, on l'a dit tantôt, c'est un phénomène qui remonte à des décennies, des siècles, sinon. C'est même culturel chez certaines communautés. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des jeunes, des moins jeunes, sinon des enfants même, se hasardent à emprunter ces routes migratoires? Bien, merci Studio Tamani pour l'opportunité. Bon, pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes? Il n'y a pas que des jeunes, mais il y a quand même des jeunes, des femmes aussi qui sont accompagnées d'enfants, etc. Il y a beaucoup de profils. Maintenant, pourquoi? Bon, pour beaucoup de raisons. Aujourd'hui, l'école ne symbolise plus la promotion sociale. Ça n'aboutit plus systématiquement à la promotion sociale. Donc les gens voient en leurs aînés qui sont en Espagne, qui sont en France, on voit en eux un modèle de réussite. C'est pourquoi tout le monde veut aller en France ou bien en Espagne ou ailleurs. Donc le modèle de réussite est calqué sur le modèle de ceux qui sont partis en migration. Et donc malheureusement, les politiques migratoires font que
l'entrée et le séjour deviennent difficiles, donc les jeunes empruntent les routes migratoires clandestines. Et cela est une opportunité pour les passeurs aussi. Donc, c'est vraiment tout un système qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de candidats. Et ça, on le sait à travers les routes de passage, donc les routes classiques de passage de l'immigration clandestine. Sinon, comme M. Diarra l'a dit, nous n'avons pas de chiffre global sur le nombre de Maliens qui sortent parce que les gens ne se déclarent pas migrants en partant à telle ou telle destination. Est-ce que vos recherches vous ont permis de savoir vers quel, en tout cas, continent généralement, vers quel pays les Maliens qui sortent se dirigent généralement? Ah oui, bon, ça c'est connu. Les Maliens migrent en Afrique d'abord, contrairement à l'actualité médiatique qui nous fait comprendre que les gens partent tous en Europe, mais c'est faux. Les 98% des migrations ou 95% s'effectuent dans le continent. Et la Côte d'Ivoire a le plus gros contingent des Maliens. Donc le gros des Maliens, ce n'est pas en France, ce n'est pas en Espagne, mais c'est en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Le principe est que les gens migrent toujours dans un pays d'à côté. C'est ça le principe. C'est pourquoi les Mexicains sont nombreux aux États-Unis. C'est ça le principe. Donc nous ne sommes pas nombreux en France, nous sommes plutôt nombreux en Afrique. Voilà. Alors, on l'a dit, les Maliens qui migrent généralement, en tout cas dans la majeure partie des cas, ils vont dans des pays limitrophes d'abord avant d'essayer de rallier l'Europe. Mais nous voyons que ça devient beaucoup plus compliqué pour atteindre ces pays, notamment le Maghreb par exemple. Selon vous, qu'est-ce qui a expliqué cela? Est-ce que c'est parce que les conditions ont été durcies au niveau de l'Occident que ces pays-là aussi ont durci leurs mesures? Il y a plusieurs facteurs, dont celle soulignée par Dr Tandiagora. Il s'agit d'abord de l'ampleur du phénomène. Et ensuite, concernant les routes empruntées, et vous savez qu'on peut toujours mettre des barrières, mais les humains trouveront toujours un moyen de passer. Donc aujourd'hui, les routes, que ce soit la Méditerranée centrale, et que ce soit vers, comment dirais-je, les routes qui mènent vers la Méditerranée occidentale, etc., c'est toujours des passages qui sont choisis par rapport aux mesures de contingent des migrants qui est mise en place. Les gens essaient de contourner les barrières sécuritaires. Donc c'est pour cette raison, le Mali ayant une frontière commune et la plupart des ressortissants ouest-africains ont des frontières communes avec des pays où ils n'ont pas besoin de visa, naturellement, ils passent par ces pays-là pour éventuellement chercher à rejoindre la Méditerranée. C'est pour cette raison que vous allez voir beaucoup de personnes qui passent via le Niger, la Libye, ou bien le nord du Mali via l'Algérie, ou bien même le nord du Niger via l'Algérie pour essayer d'atteindre la Méditerranée. Donc à chaque fois, peut-être les routes changent. Actuellement, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de migrants en situation de blocage au Niger, mais ça, ce sont des gens qui se sont retrouvés en Algérie, qu'on a expulsés au Niger. Sinon, pour les départs, je pense qu'aujourd'hui, il y a une évolution sur ces trajets-là, sur ces routes migratoires-là. Aujourd'hui, les gens passent beaucoup plus par la Mauritanie. Vous voyez, aujourd'hui, les expulsions vers la Mauritanie sont devenues de plus en plus nombreuses. Donc les chemins varient. Mais quand on voit les retours assistés, c'est ce qu'on appelle les retours volontaires, un euphémisme qui désigne les personnes qui sont bloquées, qui ne peuvent plus rien faire, qui reviennent, vous allez voir que les pays vers lesquels ils sont rapatriés sont le Niger en premier lieu, ensuite c'est l'Algérie et ensuite, c'est la Libye et les autres pays. Et vous allez voir, pour seulement l'année 2023, vous avez plus de 5375 personnes pour cette année qui ont été accompagnées pour revenir au pays. Donc, la majorité étant des jeunes hommes entre 18 et 35 ans. Ces migrants rapatriés là viennent tous du Maghreb? Non, pas tous du Maghreb, mais je pense que les pays où il y a beaucoup plus de monde, c'est le Niger, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Tchad, la Tunisie. Ça, ce sont la majorité des cas. Mais il y a des cas qui viennent d'autres pays.
Alors, Monsieur Diarra, où est-ce que vous localisez souvent, ou sinon où est-ce que vous avez des nouvelles, le plus souvent des Maliens en détresse, des migrants maliens en détresse? Ok, merci beaucoup, mais avant de répondre ça, je vais venir un peu en arrière pour parler de la convention bilatérale entre l'Union européenne et le pays méditerranéen, parce que c'est le point de blocage. Les pays méditerranéens sont devenus les gendarmes de l'Union européenne et c'est commencé depuis l'initiative de la création du pacte européen sur la migration. Donc il y a eu un vrai débat sur ce pacte-là et à la fin, vers l'année 2000-2006, ils ont mis en place leur Frontex. Et le premier drame du Frontex, vous avez constaté, en 2006, il y a eu le Ceuta et Melilla, donc le renforcement des capacités des pays méditerranéens à partir de la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, qui ont devenu quand même des vrais gendarmes, comme je l'ai dit. Donc le blocage, c'est là-bas. Et en le même moment, il y avait un débat des accords de réadmission. Réadmis les non-ressortissants. Donc c'était tout à fait un débat très, très tendu entre les deux continents, entre l'Union européenne et l'Union africaine, et même le pays de la CEDEAO. Donc certains pays comme le Mali n'ont pas signé cet accord de réadmission. Mais au retour, il y a eu quand même, ils étaient très expérimentés, les experts. Donc ils ont tenu une réunion à la Valette en 2015 et en 2016 pour faire sortir et changer leur vocabulaire. Ce n'est plus l'accord de réadmission, mais un retour volontaire. Donc, à partir de ce retour volontaire, les gens seront extrêmement, c'est-à-dire bloqués dans le coin de passage. Et maintenant, on leur dira, bon, voilà, vous allez retourner volontairement, il y a ceci, il y a cela. Donc, les pays méditerranéens et même certains pays de départ sont un peu complexes avec le départ des migrants. Si moi j'ai eu un débat avec quelqu'un qui nous a parlé un peu, même les aéroports de Bamako, il y a certains aéroports, et on voit des contrôleurs non étatiques, qui ne sont pas la police, ni la gendarmerie ou la douane. Mais vous verrez des Securicom ou tant d'autres. Donc, profondément, ce que les analyses ont montré, qu'est-ce qu'ils sont là, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font ici, avec quel... voilà. Donc, voilà un peu ce que je vais dire, les blocages et le retour. Pour les repérer, aujourd'hui, nous sommes membres de beaucoup de réseaux international, réseau transafricain, réseau sous-régional. Donc, on a des informations à partir de nos partenaires du réseau qui nous informent. Et même en Europe, nous, on a beaucoup travaillé sur la question des expulsions. Donc, on était informés par des associations qui défendent les droits des migrants en France, comme la CIMAD, comme la CGT, comme le réseau Éducation sans frontières. Donc, en ce moment, on prend l'alerte et on informe rapidement les autorités locales. Et puis, on va prendre des dispositifs pour pouvoir les accueillir et les orienter dans le bon chemin. Alors, généralement, quand on parle des difficultés des migrants, on parle des difficultés qu'ils rencontrent sur les routes migratoires. Mais une fois dans les pays d'accueil aussi, une fois arrivés à destination aussi, ils sont confrontés à des difficultés. Est-ce que souvent, vous êtes informé de ces difficultés-là? Si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites souvent? Alors, bon, nous sommes informés parce que, comme je l'ai dit, le pacte européen dit à des migrants que le premier pays d'arrivée, par exemple, si un migrant arrive en Italie, c'est de là-bas qu'il demande l'asile. Il ne peut pas demander l'asile dans un autre pays. C'est-à-dire qu'ils ont leur loi qui s'appelle Dublin II. Donc, il y a cet aspect. Donc, s'ils sont en détresse, très souvent, ils nous informent, les gens nous sont beaucoup informés. Et nous, c'est de faire des plaidoyers. De faire des plaidoyers à partir de nos partenaires qui se trouvent dans ce pays. Et puis, essayer de parler un peu pour qu'ils puissent convaincre les autorités sur place pour que les gens qui sont dans ces conditions puissent être un peu changés. Ouais. Alors, docteur Fodje Tandjigoura, ces migrants qui partent généralement, on sait que la majeure partie, c'est des jeunes, mais il y a aussi des femmes.
Mais c'est des gens qui prennent quand même des risques en se lançant dans le Sahara, dans la Méditerranée. Aujourd'hui, est-ce que cette responsabilité incombe seulement à nos autorités? On sait que souvent on accuse nos pays de ne pas faire assez pour retenir ces migrants, mais est-ce que la communauté internationale aussi n'est pas interpellée face à la situation? Bon, pour ce qui concerne le cas des autorités, en fait, on ne peut pas en vouloir à l'État malien pourquoi les jeunes partent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas techniquement les retenir. Mais quelque part, s'ils partent, c'est parce qu'il n'y a pas de perspective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions de fixation des populations potentiellement migrantes. Par exemple, dans la région des Cailles, pourquoi ne pas mettre en valeur des potentialités qui existent dans beaucoup de localités pour inverser le paradigme, pour démontrer qu'effectivement on peut vivre et prospérer sur place. Mais quand on se contente d'aller sensibiliser, vous venez avec des véhicules 4x4 climatisés, vous projetez des images des gens qui sont morts dans la Méditerranée. Après, vous pliez bagages, vous retournez. Pour moi, ce n'est pas très bon. Mais est-ce que cette sensibilisation même se fait assez périodiquement, mais ça ne se fait pas dans la longue durée, de manière à montrer une autre alternative. Parce que quand vous dites ne partez pas, c'est dangereux, oui, d'accord, mais vous nous proposez quoi? Oui, ils sont bloqués. Donc, ce qu'il faut, c'est démontrer une autre voie à cette jeunesse qui est désœuvrée, qui emprunte de plus en plus les routes migratoires clandestines. Les femmes, généralement, soit pour rejoindre un conjoint, ou bien pour faire leur propre promotion. On a de plus en plus de femmes. Mais on a aussi des étrangères, des femmes qui viennent d'autres, qui sont d'autres nationalités. Je le dis en me basant sur une étude que nous avons menée pour AECID. Mais là où on peut incriminer les États, c'est au niveau de l'accueil. Les États, souvent, maltraitent des migrants. Or, on est signataire de certains protocoles. Le cas, par exemple, de l'Algérie, il faut le dire. Voilà. Le cas même du Maroc, le cas de la Tunisie, par exemple, mais qui maltraitent des migrants, alors qu'il y a un droit universel de protection des personnes en déplacement. Donc, c'est en faisant fi de tout ça qu'on fait des maltraitances vis-à-vis de ces migrants. Et notre pays ne peut pas appliquer la réciproque parce que, effectivement, nous avons un solde migratoire qui est négatif. C'est-à-dire qu'il y a moins d'étrangers au Mali que de Maliens à l'extérieur. Il y a combien de Tunisiens ici? Qu'est-ce que tu vas appliquer à eux? Il n'y en a pas beaucoup. Or, il y a beaucoup de Maliens là-bas. Donc, on est obligé souvent de composer avec ces méfaits-là. Est-ce que vous avez des informations aujourd'hui sur des Maliens? Il y a quelques années, des Maliens étaient détenus dans des prisons en Libye, je crois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des informations faisant état de détention de Maliens encore dans ce pays-là? Le principal problème à ça, c'est qu'il n'y a pas d'État en Libye. Il est difficile, c'est pourquoi même le ministère ne peut pas agir dans ce sens, parce qu'avec qui il faut négocier? C'est un pays qui est en lambeaux, qui est en guerre, qui est partagé, donc on ne le sait pas. L'histoire de l'esclavage, on l'a découvert accidentellement et ça a choqué tout le monde. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de données qui démontrent que des Maliens sont détenus en prison, mais d'après les témoignages sur les routes migratoires sur lesquelles nous avons enquêté jusqu'à Tinzaouaten, effectivement, les gens pensent que leurs parents seraient arrivés en Europe ou bien seraient sur la route, mais en fait, la personne est détenue en prison ou bien la personne est morte dans la Méditerranée. Et ce qu'il faut comprendre, je dis ça pour les jeunes auditeurs, c'est que la migration clandestine coûte cher. Les gens pensent toujours que ce n'est pas très cher. Vous pouvez débloquer 3 millions à peu près. Et quand vous arrivez à Benghazi, vous êtes tous des migrants et le passeur n'embarque pas avec vous. Vous donne un GPS, voici comment manipuler l'embarcation, etc. Parce que lui, il ne veut pas aller en Europe, c'est vous qui voulez partir. Donc, vous déboursez 3 millions et vous mettez votre vie en danger. Je pense qu'avec 3 millions, pour un jeune qui a de la volonté, il peut travailler ici. Donc, l'immigration clandestine coûte cher et ça rend la vie aussi extrêmement périleuse. Voilà. Oui, Mamadou Lamine Ban, est-ce que vous avez des informations sur ces Maliens en Libye qui étaient en tout cas détenus, certains même étaient réduits à l'esclavage? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des informations sur ces Maliens? Bien entendu, nous avons des informations. Je voudrais revenir un peu en arrière. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, dans sa structuration, est présent dans 77 pays. Et la présence dans ces pays, ce n'est pas seulement dans la capitale. De sorte que le réseau
qui est constitué de différents conseils de base et des bureaux locaux, au quotidien sont approchés par les personnes en situation difficile, en situation de détresse, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, etc. Donc de ce fait, c'est le lieu pour moi de remercier tous les présidents de conseils de base et tous les bénévoles qui assistent nos compatriotes en situation difficile. Les cas de détention font légion à l'étranger. Je pense que c'est un sujet qui est très mal connu. Il y a des cas dramatiques. Ce n'est pas seulement le cas de la Libye, bien entendu. Le cas de la Libye, il y a 113 aujourd'hui qui sont connus. 113 Maliens qui sont en situation de détention. Mais ce qu'il faut comprendre aussi pour le cas de la Libye, il y a les centres de détention officiels, il y a les centres de détention clandestins. Et la gestion des centres de détention clandestins est très très difficile. Il faut infiltrer les réseaux, il faut faire extrêmement attention parce que c'est des gens qui sont prêts à tout, qui peuvent utiliser tous les moyens pour faire du mal. Mais je pense que ce n'est pas seulement le plus gros lot des détenus maliens, c'est bien sûr ici au Sénégal. Ce n'est pas loin d'ici. Après, je pense que c'est respectivement c'est la Côte d'Ivoire, la France et la Mauritanie qui viennent en 3e, 4e et 5e position. Donc, c'est beaucoup de personnes qui sont dans des situations très difficiles, qui sont assistées par les conseils de base, en lien avec les missions diplomatiques et consulaires. Mais là, je voulais quand même souligner quand même la nécessité pour l'État de s'assumer en ce qui concerne ce qu'on appelle l'assistance consulaire. Quelqu'un, on peut ne pas avoir une solution pour sa détention parce qu'il est fautif, etc. Mais quelqu'un qui est détenu ne devait pas passer plusieurs années sans pouvoir rencontrer le consul ou bien un représentant de l'État du Mali. Ça, je pense que des efforts peuvent être faits dans ce sens-là parce qu'on nous dit souvent les interfaces qui sont les nôtres au niveau des missions diplomatiques et consulaires soulignent souvent le problème de moyens. Je pense qu'il faut mettre les moyens à la disposition de ces représentants de l'État, les consulats, les conseillers qui sont là pour que les détenus soient au moins visités. Le cas le plus patent, c'est le cas du Maroc. C'est un cas très très difficile. C'est un cas très très difficile. Il y a des gens qui sont en détention depuis plusieurs années qui n'ont vu aucun représentant et on nous dit souvent, on nous oppose souvent les problèmes de moyens pour pouvoir les visiter. Le cas de l'Algérie est très difficile. Vous pouvez rien faire par rapport à ça auprès des autorités. Ce que nous faisons, c'est des négociations au cas par cas pour trouver des solutions à des situations. Mais il y a des situations où l'intervention de l'État est très nécessaire. Par exemple, si dans un pays, un migrant qui n'a aucun parent, qui n'a aucune ressource, doit avoir un avocat pour que son dossier soit suivi. Or, prendre un avocat dans ces pays-là, en Algérie, par exemple, pour prendre un avocat, c'est 3 000 dirhams par mois. Et ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde, ce n'est même pas à la portée du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, et l'État n'a pas de ressources pour ça. Quelle est la solution? La solution, peut-être, c'est de négocier avec ces États le transfèrement de ces détenus qui ont déjà été condamnés pour qu'ils puissent purger leur peine au Mali. Au moins, ils auront quand même accès à la nourriture et aux soins de santé, etc. D'accord. Ousmane Diarra, on sait que le Mali est un pays de départ, mais il est aussi un pays de transit. Est-ce que cela aussi ne complique pas les choses aujourd'hui pour les migrants maliens, puisque beaucoup de gens peuvent passer par ici, trouver des documents administratifs maliens et aller se présenter comme étant des Maliens dans d'autres pays. Est-ce que cela aussi ne constitue pas des risques pour nos migrants? Bien sûr, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations parce que auparavant, les documents maliens n'étaient pas biométrisés, mais actuellement, c'est tout à fait difficile qu'un étranger vienne prendre le passeport ou la carte d'identité. Tout a changé. Donc aujourd'hui, les Maliens sont bien identifiés. C'est ça même le problème des Maliens de l'extérieur. Mais il y a des vrais Maliens qui ne peuvent pas avoir leurs documents pour renouveler leur séjour parce que le problème biométrique a tout changé. Il peut y avoir des vrais Maliens mais avec des faux papiers et des faux Maliens avec des vrais papiers très souvent. Donc c'est le système qui a changé
Et je pense qu'on a beaucoup parlé de ça parce que les Maliens de France ont fait un cri de cœur à un moment donné. Il n'y avait pas de papier. Donc, ils ont même saccagé le consulat du Mali en France pour avoir leur passeport ou leur carte Nina. Donc, c'est tout à fait difficile aujourd'hui qu'un étranger vienne prendre les documents maliens pour aller. Mais globalement, la situation est compliquée. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, comme 18 décembre. Bon, pour changer un peu les tendances ou les maltraitances qui sont sur les migrants, c'est pour cela que les Nations Unies ont décrété ce jour-là, le 18 décembre 1990, pour que tout le monde puisse vraiment ratifier et signer cet accord qui est la protection et la défense des droits de tous les migrants. Tous les pays ont signé ici en Afrique. Mais les pays d'accueil comme la France, comme les États-Unis, tous les pays européens ou américains ont refusé de signer. Donc ces jours-là, c'est des jours de plaidoyer pour qu'ils puissent venir. Parce que si vous voyez qu'aujourd'hui on parle de la migration, la difficulté de la migration, parce qu'il y a certains protocoles qui ne sont pas rentrés en vigueur. Donc ça fait partie de la convention du 18 décembre des Nations Unies et puis d'autres choses. Alors c'est vrai que vous portez assistance aux migrants en détresse dans des pays, vous faites des efforts pour qu'ils puissent rentrer, vous faites des plaidoyers auprès de l'État, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour décourager ceux qui veulent aller? Est-ce que vous travaillez beaucoup dans ce sens-là? Alors, partir, c'est un droit, rester, c'est un droit. On travaille mais ceux qui veulent emprunter des routes risquées, qu'est-ce que vous leur déconseillez ça? On leur dira que la route est très dangereuse. La route migratoire clandestine est très dangereuse, comme le docteur l'a dit, est très chère aussi. Et puis ce n'est pas sûr. La route clandestine n'est pas sûre. Tout ce que vous voyez, c'est la réalité. Mais vous savez, on ne peut pas dire à un migrant de ne pas partir, mais il faut les sensibiliser. Il faut que le migrant puisse aussi bien comprendre. C'est pour garder sa vie, c'est pour lui donner une bonne route. On sait que l'obtention d'un visa aujourd'hui, même si c'est très moins cher, ça ne dépasse pas 50 000. 70 000 francs, c'est le frais de visa de tous les pays européens. Donc, mais pour avoir ça, il faut souvent donner 4 millions, 5 millions à des pasteurs pour avoir un visa de 70 000 francs. C'est pas. Donc moi je dis, comme le docteur l'a dit, celui qui a 3 millions, au lieu d'emprunter la route clandestine, vaut mieux de te chercher ici. Et nous, on déconseille tout le monde que cette route-là, c'est la route non sûre et c'est la route qui n'arrivera jamais. Donc il faut mieux rester, il vaut mieux aller tenter auprès des consulats, auprès des ambassades, pour obtenir ton ticket de voyage pour pouvoir voyager. Mais, docteur Fodje Tandjougou, est-ce que nous faisons assez pour décourager ceux qui veulent aller emprunter les routes migratoires risquées? Quand on regarde ceux qui sont à l'étranger, quand ils reviennent, comment ils se comportent, il y en a même qui essayent d'appuyer leurs proches pour qu'ils partent par ces routes-là. Oui, en fait, ce que j'appelle l'imaginaire migratoire, ça se nourrit des récits de ceux qui viennent de la France, de l'Espagne, avec des valises neuves, des liasses de billets, mais qui cachent en réalité des souffrances qui sont assez lourdes, mais qu'on ne communique pas, etc. Ensuite, ajouter à cela les réseaux sociaux, qui ont un effet amplificateur sur le désir de partir. Mais ajouter à tout ça, c'est que, à ma connaissance, aucun effort n'a été fait pour fixer. En fait, on sensibilise. Hein. Moi, par exemple, dans la zone de Kita, qui est la zone la plus humide de la première région, il y a beaucoup de potentialités qu'on peut exploiter. En tout cas, par zone, on peut mettre en valeur des potentialités pour fixer des jeunes qui veulent migrer. Bon, il n'y a pas un tel projet structurant. Il y a eu des initiatives pour former des jeunes, mais à l'issue de la formation, il n'y a pas de concrétisation. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est faire de la sensibilisation en profondeur, mais accompagné d'une action réelle. L'argent qu'on met dans le Frontex, c'est plusieurs milliards. Et ça se trouve, l'antenne se trouve jusqu'au Sénégal. Donc, il faut vraiment inverser la tendance. Voilà, aller vers le développement. D'accord. Même les migrants de retour qui reviennent au pays, souvent,
sont tentés encore de repartir puisqu'il n'y a pas de perspective pour eux ici. Nous allons voir tout de suite dans ce reportage de Ziadata Maïga. Aujourd'hui à Bamako, la journée a été placée sous le thème « Les actions menées par les organisations syndicales dans la défense des droits des travailleurs migrants ». Selon l'Union nationale des travailleurs du Mali, des efforts sont en cours pour renforcer la protection des droits des migrants, alors que les associations de migrants, de leur côté, dénoncent la mauvaise gestion de la réinsertion des migrants de retour. C'est un reportage de Ziadata Maïga. De 2014 à nos jours, plus de 15 000 migrants travailleurs ont été recensés au Mali selon l'UNTM. Ces migrants, dont des Maliens de retour et des étrangers venus chercher du travail au Mali, sont assistés par la centrale syndicale, a affirmé Soumaïla H. Maïga, secrétaire général chargé de la formation et de la sensibilisation des migrants. Nous avons mené des activités pour les sensibiliser autour de leurs droits. Parler avec les migrants sur l'impact socio-économique, la syndicalisation suit son cours. Nous avons aussi travaillé sur la politique nationale de la migration. Nous sommes arrivés aussi à mettre le centre d'information et d'orientation en place à Caille. Toutefois, la Fédération des associations des migrants du Mali a déploré les conditions de réinsertion des migrants de retour au Bercail. Seydou Doumbia, vice-président de la fédération. Beaucoup ont été faits, mais le résultat est minime. L'appareil étatique n'a pas donné un résultat efficace, mais les syndicats peuvent jouer un rôle. Qu'on accepte réellement que les syndicats s'imprègnent dans la réinsertion de ces Maliens de l'extérieur à travers vraiment les créations d'activités génératrices de revenus. La promotion de la migration professionnelle, la protection des migrants et de leur intégration socio-professionnelle restent encore des défis majeurs à relever, ont souligné les responsables de la centrale syndicale. Alors, Mamadou Lamine Ban, êtes-vous d'accord avec ce dernier intervenant de la Fédération des associations de migrants, qui estime que, alors, beaucoup ont été faits, mais il reste encore beaucoup à faire. Qu'est-ce que vous dites de ça? Justement, il reste beaucoup à faire, mais avant d'arriver à cette question, je voudrais d'abord appuyer les propos du docteur concernant le problème de la lutte contre les causes profondes de la migration. Parce que tant qu'on lutte contre le phénomène en surface, si on ne lutte pas contre les causes profondes, on ne peut pas réviser, inverser les tendances. Parce qu'aujourd'hui, imaginez quelles sont nos communes qui ont une politique migratoire dans leur PDSEC. Je me demande, il n'y en a pas assez. On peut compter sur les doigts de deux mains les collectivités territoriales maliennes qui ont traité les questions migratoires dans leur plan de développement économique, social et culturel. Or, on sait que le phénomène migratoire est un phénomène local, c'est localement qu'il faut lutter contre le phénomène. En faisant quoi? Nous avons des potentialités. Comme il l'a dit, mettre en valeur ces potentialités, c'est un des volets. Au lieu d'investir l'argent, demander à nos partenaires, au lieu d'investir dans le tout sécuritaire, ces fonds-là peuvent être investis dans le développement localement pour que ceux qui vont réussir localement vont être des miroirs. Ils vont être des miroirs et les gens ne verront plus celui qui est parti qui a réussi, mais celui qui est resté qui a réussi. Et ça peut inverser les tendances. Deuxièmement, il faut négocier avec nos partenaires, continuer à parler de la question de la migration légale. Parce qu'eux, ils migrent pour venir ici chez nous, avec des conditions avantageuses. Mais nous, chez nous, lorsque nous partons, nous sommes des migrants et eux, ils sont des coopérants. Donc je pense qu'il faut parler avec nos partenaires. Ce que nous tentons de faire dans une dimension très réduite à l'échelle du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur avec l'Italie par exemple, nous sommes en train de négocier les formations professionnelles et civiques pour permettre aux gens de migrer légalement en Italie, même si le programme connaît des retards, etc., avec beaucoup de difficultés administratives qui s'y rapportent. Mais je pense que ce chemin de la migration légale peut être atteinte en négociant avec les partenaires les questions de visa. Qu'on présente des quotas, que les États qui veulent être nos partenaires présentent des quotas, même si en migration circulaire, les gens vont partir et revenir. Si les gens ne reviennent pas, c'est parce que tout simplement, s'ils reviennent, ils n'ont pas un nouveau visa. Donc sur ces questions-là, ça c'est pour lutter contre le phénomène à la base. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces migrants qui décident de rentrer pour leur réinsertion? Pour ces migrants qui décident de rentrer, c'est le même outil qu'il faut utiliser. Les plans de développement économique, social et culturel des collectivités. Il faut que les collectivités territoriales à la base, au niveau des collectivités, qu'elles soient
les collectivités rurales ou bien les collectivités, urbaines, qu'ils prévoient dans leur plan de développement la réinsertion socio-économique des migrants. Et cette réinsertion socio-économique, elle ne demande qu'avoir de l'initiative. C'est, par exemple, pour les retours actuels, tels que ce qu'on appelle les aides individuelles, réduire ces aides individuelles. Penser à des projets collectifs avec un ensemble de jeunes qui auront un accompagnement dans la mise en œuvre de leurs projets. Parce que non seulement on déplore, le gap entre les personnes assistées et les personnes non assistées, mais ce dont on ne parle pas, c'est le taux d'échec des personnes assistées, parce qu'il n'y a pas un suivi. Si je prends par exemple ce que l'OIM fait, merci pour les gens qui reviennent, mais les accompagnements individuels qui sont faits, il n'y a pas de suivi. Donc, il y a un taux d'échec. Ces accompagnements-là sont consistants. Elles sont consistantes. Une petite somme à une petite somme. On ne devait pas donner une petite somme. Si on donne 600 000 à une personne, imaginez qu'il soit 10, ça fait 6 millions. 6 millions, on peut aménager un hectare. Et avec un hectare aménagé, on peut avoir 25 personnes sur l'hectare qui peuvent avoir quelque chose. Il s'agit simplement de changer de méthode. D'accord. Ousmane Diarra, est-ce que vous pensez que ça peut être la solution, les solutions locales, les collectivités? Est-ce que les collectivités ont ces moyens-là aujourd'hui? Oui, je pense que ce qu'il a dit, les collectivités devaient avoir ça. Normalement, on a eu à faire des réunions avec la mairie du district de Bamako, c'était dans le cadre du PDSEC, mais les choses n'ont pas beaucoup avancé. Mais merci bien, Ban, nous aussi, on a développé en tant que l'Association malienne des expulsés, on a développé des projets avec Plan International Italie et Action Aid Italie, en collaboration avec Enda Mali. Donc on a mis en place un projet de réinsertion qui a permis à 500 jeunes d'être un acteur d'eux-mêmes, de Bamako et de la région des Cailles, mais en collaboration avec les directions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi de Bamako et de Cailles. Donc ils étaient formés sur horticulture, sur énergie renouvelable, sur plusieurs filières. Et maintenant, à la fin, donc, ils étaient en groupe, on les a dotés des kits pour qu'ils puissent commencer. Et la semaine passée, on a lancé un nouveau projet dans la région de Kita, à Dindango, avec la mairie de Dindango, Ndjougou et Soweto Nord. Donc, ces 3 communes, nous sommes avec les maires pour pouvoir quand même mettre en place des projets. Donc, les premières formations ont eu lieu la semaine passée et ce sera toujours de ce qu'ils ont demandé, c'est les horticultures, c'est les agropastorales, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Donc, les PDSEC, normalement, les collectivités locales, en Europe, c'est ça, les collectivités locales sont impliquées. Donc, normalement, dans leur stratégie politique, il doit être là pour pouvoir quand même insérer le volet d'intégration et le volet de réinsertion au niveau de la migration dans leur commune. Alors, docteur Tandjigoura, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces migrants rentrés puissent être réinsérés dans la société pour leur, en tout cas, éviter de penser encore à emprunter ces routes migratoires? Bon, depuis l'histoire d'aide au retour de la France, en fait, il n'y a jamais eu de réussite, de cas que moi je puisse citer. De mémoire, depuis plus de 30 ans, quand on suit, les cas de réussite, ce n'est pas beaucoup. Et le statut des migrants de retour, vous savez, c'est très difficile à vivre. Parce que généralement, c'est la famille qui cotise ou bien qui vend un bien pour vous faciliter la migration. Donc, vous avez échoué. Votre retour, c'est perçu comme l'échec de toute la communauté. Donc, les gens ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont des migrants de retour. Je ne sais pas si vous le savez. Ils ne veulent pas qu'on le sache parce que ce n'est pas très valeureux d'être un migrant de retour accompagné en plus. Donc, il n'y a pas beaucoup de cas de réussite. Ensuite, quand Ban l'a dit, on ne communique pas sur les cas de réussite après l'accompagnement. Oui, l'accompagnement, mais est-ce qu'ils ont réussi? Beaucoup redeviennent d'anciens migrants. Donc, moi, ce qu'il faut, en fait, parce que les aides au retour ne gèrent pas les environnements immédiats du migrant. C'est-à-dire que voici, c'est une vision trop techniciste. Voici le projet, on te finance et puis c'est tout. Mais et tous les jours, les gens qui viennent,
les malades, les ceci, les cela. Donc, ça ne gère rien de tout ça. Donc, ce qui fait qu'on bouffe tout, redeviennent de nouveaux candidats à la migration. Donc, et les fonds là qu'on met dans la sécurisation, ou bien le fonds fiduciaire, c'est plusieurs centaines de milliards, vous imaginez le fonds fiduciaire. Mais bon, c'est d'autres instances qui gèrent à nos noms. Et donc, bon, je ne sais même pas, il n'y a pas un représentant du ministère, mais je pense que le ministère ne gère pas non plus. Donc, c'est géré à d'autres niveaux. Et donc, mais si on investissait ça dans des projets structurants, je pense que ce serait mieux. Tout ce qu'on va dire, la sensibilisation, les accords, et nos États arrivent désarmés sur des tables de négociation. Ils ne peuvent accepter que ce qui leur a été proposé. C'est comme si nous sommes deux en brousse. Moi, j'ai un fusil. Je te dis, viens, on signe un accord. Mais tu vas signer ce que je te dis. C'est exactement la même chose. Nos États arrivent, ils signent, ils ratifient. Mais ne peuvent pas souvent s'opposer. Malgré l'évidence, c'est difficile souvent de changer. Donc, ce qu'il faut, c'est de dire la vérité à des États qui veulent nous aider, de l'investir, pour qu'on puisse stabiliser nos populations potentiellement migrantes. C'est ça la solution selon moi. Alors une dernière question autour de table. Il nous reste que quelques 4 minutes. Mamadou Lamine Ban, on l'a dit, la migration, on ne peut pas mettre fin à ça. C'est culturel, nous avons connu ça depuis des siècles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui peut être fait pour que ce défi-là aujourd'hui migratoire puisse être transformé en opportunité? La migration a été toujours une opportunité pour les familles, pour les collectivités et pour la nation. Ce n'est pas aujourd'hui un défi. Même aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est-à-dire, il faut faire aussi attention, au narratif pour vouloir montrer tout comme quelque chose de négatif. Oui, mais nous voyons les faits. Quand des centaines de personnes meurent dans la Méditerranée, des dizaines de jeunes meurent, ça c'est quand même... C'est déplorable que la migration tue plus que la guerre qui s'est passée au Mali. Ça, c'est déplorable. Mais ça ne veut pas dire quand même qu'il n'y a pas de retombées positives pour le Mali et pour les Maliens concernant la migration, aussi bien pour les pays de résidence, les pays de transit et les pays d'origine. Les migrants sont des gens, c'est eux qui transfèrent les transports financiers. C'est le premier partenaire public au Mali, c'est supérieur à l'aide publique au développement dans certaines localités, les collectivités, dans certaines collectivités, la santé, l'école, autres, c'est grâce à ces migrants-là. Donc ce qu'il faut, il faut transformer l'essai. C'est-à-dire l'apport de la migration, faire en sorte que ce soit un atout pour nous. Et pour cela, il faut des mesures incitatives pour que les Maliens de l'extérieur qui ont de la surface financière, qui veulent investir au pays, au finish, qui n'ont même pas besoin de l'accompagnement financier de l'État, puissent avoir l'accompagnement institutionnel pour qu'ils puissent créer des entreprises, créer des emplois. Et ça peut changer la donne. Ça ne finira pas. La migration, c'est un phénomène naturel. Dieu nous a créés avec des pieds, c'est pour se déplacer. Sinon, on n'aurait pas les pieds. Alors, Ousmane Diarra, selon Mamadou Lamine Ban, ce n'est pas un défi, ça a toujours été une opportunité. Mais comment faire aujourd'hui pour éviter qu'on assiste toujours à des pertes en vie humaine sur ces routes migratoires? Oui, ça a été dit au cours de débat, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de protocoles et de conventions signés sur la migration. Donc je pense qu'aujourd'hui, les partenaires des pays d'accueil doivent réviser leur politique migratoire vis-à-vis les ressortissants africains qui vont là-bas. Alors donc, sinon, l'immigration, comme c'est une opportunité, c'est pour cela que les gens empruntent la route. Et aujourd'hui, vous savez, très souvent, la migration, c'est une immigration, on peut dire, pas tout le temps souhaitable. Hein. Il y a certaines migrations forcées. Moi, j'ai pris le témoignage d'un déplacé du Nord qui est là à Bamako, dans le centre de déplacés à Niamana. Il me dit qu'il gagne de l'argent, il va aller petit à petit pour aller à une immigration internationale et leur endroit n'est plus vivable. Donc maintenant, je pense qu'ensemble, l'État, les migrants, la population, on doit réfléchir positivement pour trouver une réponse positive. D'accord. Docteur Foudjé Tandjoura, on termine par vous. Comment faire aujourd'hui pour éviter ces drames auxquels nous assistons très souvent? Bon, c'est compliqué, mais moi je donne un chiffre pour le source BCAO 2020, c'est 900 milliards de transférés par les migrants. Mais 85% partent dans la consommation finale. Comme Ban l'a dit, dans la construction des centres de santé, des mosquées, des écoles, etc. Maintenant, les États peuvent aider
comment transformer ces investissements de consommation en investissements productifs. Je pense que c'est un défi. Si on réussit à faire ça, ça peut enlever beaucoup de choses. D'accord. Et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue qui parlait de migration à la faveur de la Journée internationale des migrants, comment transformer le défi en opportunité. Nos invités étaient Ousmane Diarra, président de l'association malienne des expulsés, Mamadou Lamine Ban, chargé de la migration au Conseil des Maliens de l'extérieur, et Dr Foudje Tandjigoura. Il est enseignant, chercheur et spécialiste des questions migratoires. Cette émission a été réalisée par Ibrahima Sanogo, à la technique Gagny Kanté et Mirana Kilou Maïga. À la présentation, il y avait Sekou Gadjigo. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un autre débat.